מורה רחמים שוכב במרומים. Mes amis, je suis venu pour la première fois au mémorial de la Shoah en 1953, il y aura bientôt 70 ans, à la pose de la première pierre de ce monument, appelé alors Mémorial du martyr juif inconnu. J'y suis revenu en 1956 à son inauguration. La foule s'étalait alors jusqu'au métro Pont-Marie. Orphelin de déportés, comment maintenir un lien avec son père, sinon en participant aux cérémonies commémoratives? Il avait combattu dans le 22e régiment de marche des volontaires étrangers. J'étais au cimetière de Bagneux quand le monument de Rapoport y a été dévoilé. J'avais et j'ai toujours la sensation de le retrouver là où sont représentés son destin individuel et son destin collectif. Aujourd'hui encore, en cette année 2022, où nous commémorons l'année terrible 1942, avec toi et avec le dernier carré des fils et filles des déportés juifs de France, je suis déjà venu plus de 30 fois pour la lecture des noms de chaque convoi, exposer le contexte historique dans lequel chaque convoi avait été constitué, et les quelques fois où je n'ai pu le faire, c'est notre fils Arnaud qui m'a remplacé. Nous sommes le 2 octobre, et il y a 80 ans, j'étais à Nice avec mes parents et avec ma sœur. Nous étions encore tous les 4, et nous étions une famille heureuse. La grande rafle des Juifs étrangers de la zone libre, le 26 août 1942, venait de nous épargner, car nous étions Juifs roumains, une nationalité qui était non déportable, mais qui l'a été à partir du 23 septembre 1942. Et le 24 à Paris, 1574 d'entre eux ont été arrêtés et immédiatement déportés. En zone libre, grâce aux protestations des églises et de la population, la police de Laval et de Pétain a cessé ses rafles massives après avoir livré comme convenu 10 000 juifs à la Gestapo. Puis les Italiens ont occupé la Côte d'Azur et ont empêché la police de Vichy de s'emparer des juifs. Pendant 9 mois, tous les juifs ont été protégés par les militaires et les diplomates italiens qui s'opposaient à la volonté de Mussolini de les livrer aux Allemands. Quand Mussolini a été renversé, les Allemands ont occupé à leur tour la Côte d'Azur et la terreur s'est abattue sur les Juifs. Le 2 octobre 1943, il y a 79 ans, nous n'étions plus que 3. 48 heures plus tôt, mon père s'était sacrifié pour nous sauver. Il nous avait cachés derrière le double fond en bois qu'il avait construit dans un profond placard et avait ouvert la porte à la Gestapo qui fouillait chaque appartement. Ils ne nous ont pas trouvés. L'un d'entre eux a pénétré dans le placard, a repoussé les vêtements sur la tringle, mais il n'a pas touché le faux mur. Nous ne respirions pas. Ma sœur avait 11 ans, j'en avais 8. Mon père nous avait prévenus. Nous savions que si la Gestapo nous trouvait, c'était la mort pour nous. Les fillettes de notre voisin criaient et pleuraient. Elles ne sont pas revenues, ni mon père, déporté par le convoi du 28 octobre 1943, le numéro 61. En octobre 1943, j'avais 4 ans. Ma mère et moi avions quitté Berlin à cause des bombardements. Notre appartement avait été détruit. Nous sommes allés à Lodz, qu'on appelait alors Blitzmannstadt,
où le mari de l'une de nos tantes avait trouvé un bon poste, et des nazis et hauts fonctionnaires. Mon père était simple soldat dans la Wehrmacht. Il a fait la campagne de Belgique. Il est resté longtemps, puis malade est rentré en Allemagne, où il a été fait prisonnier par les Britanniques qui l'ont rapidement libéré. C'est la cavalerie russe qui a occupé le village où ma mère et moi étions réfugiés. Nous avons été menacés et nous sommes rentrés à Berlin. Nous n'avons pas été menacés et nous sommes rentrés à Berlin où mon père nous a rejoints dans notre quartier de Wilmersdorf. Je t'ai rencontré dans mon métro de la Porte de Saint-Cloud. C'était le 11 mai 1960. J'ai retenu la date parce que j'avais mis mon sol complet, un prince de Galles, pour me rendre le soir à ma première réunion franco-allemande, celle des lauréats des bourses de voyage Elijah, à la cité universitaire. Tu avais une robe bleue marine serrée près du corps et le livre bleu de l'Alliance française à la main. Il n'était pas difficile de deviner que tu changerais à Michel-Ange Molitor, puis à Sèvres-Babylone pour aller à Notre-Dame-des-Champs. Moi, j'allais à Sciences Po, même itinéraire, je t'ai abordé au dernier moment à Molitor. Êtes-vous anglaise? Comme prévu, tu m'as répondu non, je suis allemande. À Sèvres-Babylone, j'avais le numéro de téléphone de la famille où tu étais fille au père. Je t'ai appelé, nous sommes allés voir Jamais le dimanche de Jules Dassin. Je venais d'arriver à Paris avec mon amie Ina. C'était la grande aventure. J'ai quitté Berlin, ma ville, que j'aimais de l'ouest de l'ouest, que j'aimais de l'est de l'ouest. J'avais joué dans les ruines avec mes camarades d'école, dont beaucoup étaient orphelins. J'avais de la chance d'avoir mes parents, même s'ils se disputaient souvent. Nous vivions dans une seule chambre. À Berlin, jusqu'en 1961, il n'y avait pas de mur. Je passais librement d'un secteur à l'autre, et c'est ainsi que je me suis forgé ma mentalité d'Allemande, ni de l'Est, ni de l'Ouest, allemande tout simplement. Nous étions vivants, certes, mais nous étions pauvres. La vie était ennuyeuse. Les études ne m'excitaient pas. J'ai commencé à travailler à 16 ans comme dactylo. C'était encore plus ennuyeux que l'école. Les garçons aussi étaient ennuyeux et l'avenir avec l'un d'eux était loin de me passionner. Dès que j'ai pu lire allemand, j'ai filé. Pour mes parents, j'étais une fille perdue. À Paris, j'attendais le grand moment. Et quand j'ai senti ton regard sur moi, je me dis, c'est peut-être lui. Tu étais bien habillé et tu avais l'air sérieux. Nous sommes donné rendez-vous dans la poste du boulevard Murat et nous avons marché dans le bois de Boulogne. Sur un banc, tu m'as dit, je suis juif et mon père est mort à Auschwitz. Je ne savais pas te quoi répondre. Alors, je t'ai pris la main et j'ai encore là, ensemble, depuis 62 ans. Je suis allé à Auschwitz en 1965. Nous allions avoir un fils et je tenais à garder le lien avec mon père. Il m'arrivait de le revoir en rêve. Il m'avait sauvé et, historien de formation, je lui devais de reconstituer ce qu'avait été son itinéraire de Nice à Auschwitz. C'était en pleine guerre froide, personne de l'Ouest n'allait à Auschwitz, et les Polonais à Auschwitz ne visitaient pas Birkenau, le camp des Juifs. J'y étais seul, tout seul par un froid glacial, seul avec mon père comme guide, non pas pour visiter Birkenau, mais pour guider ma vie. J'étais très insouciant. Mon père m'a remis dans le droit chemin. À Birkenau, j'ai compris que j'étais juif. Juif d'une espèce particulière, exceptionnelle. J'avais connu de très près la pire menace qui s'était abattue sur le peuple juif, et j'avais vu sur place au kibbutz, au début des années 50, la renaissance d'un État juif après 19 siècles de soumission politique.
Il m'a fallu aller jusqu'à Auschwitz pour me rendre compte que si je n'avais pas fait partie du convoi 61, cela exigeait de moi de défendre la mémoire des victimes du génocide juif et de défendre l'existence et la sécurité de l'État juif. Pour préparer ce pèlerinage, j'étais entré au mémorial du martyr juif inconnu et je n'en suis jamais sorti. J'ai levé les yeux et j'ai lu. Devant le martyr juif inconnu, incline ton respect, ta piété pour tous les martyrs. Chemine en pensée avec eux le long de leur voie douloureuse. Elle te conduira au plus haut sommet de justice et de vérité. Le 6 juin 1967, je suis parti comme volontaire en Israël et avec l'unité qui m'a adopté, je suis parvenu à Konaïtra en Syrie. Mes amis militaires ont créé le kibbutz Meron à Golan et c'est dans ce kibbutz que notre fils Arnaud a fait sa bar mitzvah laïque. En France, j'ai rencontré une image de l'Allemagne bien différente de celle de mes parents et de mes enseignants ou collègues, qui eux ne voulaient rien savoir ou transmettre du passé allemand récent, qui se concentraient sur déblayer les ruines et travaillaient intensément au relèvement de leur Allemagne, puisqu'il y en avait trois à l'époque, celle de l'Ouest, de l'Est et Berlin-Ouest. Moi, je me suis considérée seulement allemande. J'étais déjà réunifiée, mais je ne me posais pas la question de l'histoire contemporaine. C'était jamais abordé par l'école. En France, j'étais confrontée à une Allemagne criminellement monstrueuse. Je ne me sentais pas personnellement coupable en raison de mon âge. Je ne me suis pas contentée, comme beaucoup de jeunes Allemands, de serrer la main des victimes et de leur exprimer mes condoléances et mes regrets en leur confessant un profond sentiment de culpabilité. Tu m'avais enseigné l'histoire de l'Allemagne et tu m'as fait connaître équitablement ces deux visages, les criminels et l'humanisme. Dès lors, je me suis sentie responsable de l'image de l'Allemagne et de son devenir. D'ailleurs, à Berlin, j'aimais bien le maire de la ville, Willy Brandt, qui avait été un résistant. Puisque j'étais à Paris, j'ai décidé de me rendre utile en militant pour rapprocher les jeunesses allemandes et françaises. Je postulais pour être employé à l'Office franco-allemand pour la jeunesse et je suis entrée dans la section française à Paris comme secrétaire. 4 ans plus tard, j'en ai été révoquée pour avoir publié plusieurs articles d'un combat contre le nouveau chancelier Kurt Georg Kiesinger, qui, nazi depuis 1933, pendant la guerre avait été le directeur adjoint de la propagande radiophonique hitlérienne de l'étranger et homme de liaison entre Ribbentrop et Goebbels. Comment accepter cette situation qui semblait si acceptable pour tout le monde? Tu m'avais souvent parlé de Hans-Sophie Scholl et de leur groupe de résistants de la Rose Blanche, dont l'action militante et la mort sous la hache t'avaient obligé à juger les Allemands non en fonction de l'étiquette allemande, mais en fonction de leur personnalité et de leurs actes. Sans les Scholl, tu ne m'aurais jamais épousé. Je ne pouvais décevoir les Scholl et tous ceux qui en Allemagne sans y être obligés avaient résisté aux nazis. J'ai écrit un premier article en opposant la figure de Willy Brandt, les résistants, à celle de Kiesinger, les nazis. Au troisième article, j'ai été révoquée de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. J'ai couru à ton bureau, place des Chaussées, dans un petit bistrot, et nous avons décidé de nous battre pour l'honneur, mais pour faire tomber, pas pour l'honneur, mais pour faire tomber le chancelier. Ma femme allemande, mais française par mariage, mise à la porte de son travail à Paris, parce qu'elle avait écrit qu'il était mal pour l'Allemagne de s'être donné un chancelier nazi actif, il y avait de quoi enrager, d'autant que ce chevalier venait de recevoir du général de Gaulle la grande croix de la Légion d'honneur, même si en privé il l'appelait le Boche. Il me fallait aider Beate dans sa campagne contre Kiesinger, qu'elle a menée de main de maître. En risquant sa vie et sa liberté, cette main, elle l'a appliquée avec force sur le visage du chancelier. C'était comme si la fille avait giflé son père pour son passé nazi,
et le choc a fait le tour du monde. Les gardes du corps n'ont pas osé tirer, les juges n'ont pas osé la garder en prison, même s'ils l'ont condamnée à 1 an de prison ferme. 44 ans plus tard, Beate, tu étais l'un des 2 candidats à la présidence de l'Allemagne. C'est le pasteur Beau qui a été élu président pour avoir résisté au communisme en Allemagne de l'Est. Toi, Beate, tu avais éliminé les anciens nazis de la vie publique allemande. Le chemin parcouru par l'Allemagne pour devenir une démocratie respectée, tu l'as déblayé et aujourd'hui tu es respecté par l'ensemble des Allemands. Tu es l'Allemande, la seule Allemande, qui a recherché les criminels nazis en Allemagne, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et les a fait juger. L'Allemande qui s'est opposée aux dictateurs Assad, Pinochet, Stroessner, Banzer, à ceux qui s'en prenaient aux derniers juifs à Varsovie et à Prague. Nous avons bien connu les péripéties pendant cette décennie des années 70. Beaucoup de prisons, quelques attentats, un long isolement avant d'être rejoint par les orphelins des déportés qui voyaient par les médias que notre engagement contre l'impunité des criminels correspondait à leur besoin de justice. Le juge à Nuremberg avait promis de rechercher au bout du monde les criminels nazis. Il n'en avait rien fait. Et 10 ans après, à la capture d'Eichmann par les Juifs, ceux d'Israël, c'était moi, une Allemande, que l'on voyait militer en Bolivie pour démasquer Barbie ou être emprisonné pour la tentative d'enlèvement de Lischka. Peu à peu, nous avons rejoint les escapés d'Auschwitz et les enfants de déportés. Nos actions individuelles sont progressivement devenues collectives, avec André Volup, disparu en 1983, avec Simon Gershon, disparu en 1986, avec Annette Zeitman, qui en ce moment même lutte contre la mort à l'hôpital. Nous avons créé une association de fils et filles des déportés juifs de France en 1979, 1 an après la publication par Serge du mémorial de la déportation des Juifs de France, qui a créé un véritable choc dans une communauté juive rassemblée depuis autour de sa mémoire de meurtrier. Devenu une force, nous avons fait juger et condamner à Cologne les principaux organisateurs de la solution finale en France. Nous avons levé les derniers obstacles à la réconciliation franco-allemande. Nous avons donné aux Juifs en France la possibilité de faire leur travail de deuil. Avec notre fils Arnaud, nous avons déclenché et mené à bien les affaires Légué, Bousquet, Papon, Toulier. Et avec Vichy Auschwitz et le calendrier, Serge a écrit des ouvrages de référence. Notre association s'est forgée dans les actions illégales en Allemagne pour faire juger les criminels nazis responsables de la déportation des Juifs de France, ainsi que les l'établissement des listes du mémorial des déportations des Juifs de France. C'est dire que depuis 50 ans, je n'ai jamais cessé d'être en relation directe et permanente avec les orphelins des déportés et avec les destin même des déportés, puisqu'il y a eu à écrire sur le bureau. Tu n'as cessé d'écrire sur les victimes. On n'a jamais voulu écrire sur les bureaux, mais tu as voulu écrire sur les victimes. Et sans les fils et filles, je serais devenu le sort de la mémoire des Juifs de France. Et ils sont recoupés autour de notre couple, c'est probablement parce que c'est toi qui n'aurais pu accomplir en tant faire en tant qu'allemande, et je n'aurais pas pu accomplir toi en tant que juif et moi en tant qu'allemande. Chacun de nous était faible. Ensemble, nous avons été forts pour une cause qui était juste et que nous commémorons aujourd'hui, la mémoire de la Shoah. Tout cela nécessitait une volonté d'obtenir justice, d'établir la vérité historique sur le sort des Juifs de France, de construire et transmettre une mémoire précise. Nous l'avons toujours accompli depuis le début de notre engagement, en plein accord avec le mémorial de la Shoah, celui d'Isaac Schneerson, de Joseph Billig et de Georges Wellers, et celui d'Éric de Rothschild, de Jacques Frech et de François Heilbronn. Notre famille, ce sont les fils et filles des déportés juifs de France, et notre maison, c'est le mémorial de la Shoah. Un mémorial qui est le dépositaire et le garant de notre mémoire, qui sait la transmettre
à la jeunesse de notre pays et lutter efficacement contre un antisémitisme qui s'adapte à toutes les situations historiques. Nous avons été désignés pour prendre la parole. Peut-être pensait-on que nous avions un message à transmettre. Un message est valable pour l'avenir, mais l'avenir est tellement imprévisible, il suffit de se retourner vers le XXe siècle pour en être conscient. L'antisémitisme ne pourrait disparaître que dans un monde délivré de toute tension. Nous en sommes loin. D'autres épreuves nous attendent. Il faut être fort dans un monde qui redevient violent, et ce n'est possible qu'en étant pleinement solidaire de l'État d'Israël. Mon message est clair, il découle des évidences. Une effroyable catastrophe a anéanti les 2/3 des Juifs européens et détruit ses forces vives dans l'Est européen. Mais aujourd'hui, le peuple juif est heureusement presque totalement rassemblé en Occident, où priment la liberté et les valeurs humanistes, et où aucune barrière ne fait obstacle au mérite d'un juif. Un État juif a ressuscité après 19 siècles. Quand je me suis rendu pour la première fois en Israël, 700 000 juifs y vivaient. Aujourd'hui, presque 7 millions de juifs vivent dans un État militairement et techniquement puissant. Certes, il est menacé, certes, dans des pays comme la France, des attentats et des actes juifs sont perpétrés, mais si l'on se retourne vers le passé, qui, dans l'immédiat après-guerre, aurait prédit cet extraordinaire retournement de la situation quand des survivants de la Shoah étaient pendus en Palestine, quand des pogroms éclataient en Pologne ou en Libye, quand les Juifs ne pouvaient quitter le bloc de l'Est et quand ils n'avaient pas encore quitté les pays musulmans ou n'en avaient pas été chassés pour se retrouver tous dans ce monde libre que nous devons défendre. Quant à l'avenir de notre mémoire, loin d'être inquiet pour elle, je lui fais confiance. Tant de livres historiques ont été publiés, tant de documents ont été rassemblés, tant de témoignages de déportés et d'enfants cachés, de sauveteurs et de sauvés, tant de films de fiction et de documentaires. Et dans cette masse d'œuvres de qualité, une création sans égale, je tiens à le rappeler, Shoah de Claude Lanzmann, qui a réussi à imposer un nom au génocide des Juifs et qui est toujours parmi nous. Jamais, je ne pense, un grand événement ne sera entré dans l'histoire avec une pareille documentation qui s'accroît chaque année de multiples thèses et ouvrages en de nombreuses langues et par tous les moyens d'expression. Chaque épisode de la Shoah inexploré rencontre son découvreur. Le Père des Bois en est un exemple, lui qui a rendu accessible au grand public ce que fut pour 1 million de Juifs la mise à mort par exécution massive dans de vastes fosses communes comme à Babel Yar. L'avenir de notre mémoire, ce sont toutes ces œuvres militantes. C'est aussi la Fondation pour la mémoire de la Shoah, le mémorial de la Shoah, le mémorial de Drancy, la gare de Pithiviers, le Cercil, le mémorial d'Émile, le mémorial de Rivesaltes, celui de Gurs, la maison d'Isieux et bien d'autres lieux de mémoire. C'est aussi Yad Vashem, le musée de Washington, celui de New York, c'est le musée d'Auschwitz-Birkenau, c'est Térésine, c'est le Holocaust d'Denkmal de Berlin et la maison de conférence de Wannsee, c'est l'OAME à Getaot, le mémorial de Milan et bientôt celui de Rome, c'est la caserne d'Aussin à Malines et bien d'autres centres et mémoriaux consacrés à l'histoire de la Shoah en de nombreux pays. La perte subie par le judaïsme pendant la Shoah est irrémédiable et irréparable. Mais nous pouvons la documenter le plus précisément possible et empêcher les victimes et leurs souffrances d'être balayées par le temps ou par la volonté d'oubli. Mon message est celui d'une Allemande qui a toujours été une Allemande empreinte du sentiment national et qui voulut en temps utile réhabiliter son pays, conduire l'Allemagne sur la voie de l'humanité, de la démocratie et de la solidarité envers les Juifs et Israël.
Nous étions deux jeunes gens ordinaires quand nous nous sommes rencontrés. Et nous sommes devenus un vieux couple extraordinaire, sans doute, parce que nous avons assumé ensemble nos responsabilités. Moi en tant qu'Allemande et Serge en tant que Juif, et comme nous le disons souvent, parce que nous avons toujours été heureux ensemble. Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno, Uvishar, מקומו השמות באירופה, שנהרגו ושנשרפו ושנשחטו ונקברו חיים וכל מיתוס משונוס ואכזריוס קדושת השם ברוך שאנחנו מתפללים בעד הזכורת נשמתו בגן עדן בגן עדן תהא בגן עדן תהא מנוחתו לכן בעל ורחמים יסתירן בספר נפוב לעולמים ויצרוך החיים ויצרוך החיים אס נשמור סום ויצרוך החיים אס נשמור סום ויצרוך
יבוסי, וימליך מלכוסי, וחייכון ויומכון, וחיי דכל בית ישראל, בעגלו בזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבו מבורך, לעולם לעולמי עולמיו, יסבורך, וישתבח, ויספואר, ויסחומם, ויסנשא, ויסדור, ויסעלה, ויסלול, שמי דקודשו בריחו. לאלו, לאלו, מכל וחוסו ושירוסו, תושבחוסו ונחמוסו, דאמירון ועולמו ואמרו אמן. יהי שלמה רבו מן שמיו, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומוב, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו